Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, pour entamer notre partie débat pour ce soir. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Jonas Nazareth, spécialiste d'affaires africaines. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Ramlo Zoheri, journaliste. Bonsoir. Alors, essentiellement, on va parler aujourd'hui des visites que vient d'effectuer le président Abdel Fattah el-Sisi au Portugal et en Guinée équatoriale. Et on va jeter la lumière sur ces deux visites. Alors, commençons par le Portugal. Monsieur, il vient d'Angola, donc je lui laisse l'honneur de commencer cela. Mais même si je peux dire que ça pourrait amener à ce que le président Sisi nous a surpris toujours d'aller vers des pays qui ne sont pas forcément des pays de premier ou de deuxième plan, mais certainement de premier plan ou deuxième plan, mais au niveau stratégique, au niveau militaire, etc. Mais au fond, visiblement, il cherche, comme il a fait au niveau du Japon et du Corée du Sud, et d'autres pays asiatiques, il cherche précisément des pistes qui pouvaient nous aider à se développer, notamment à travers l'industrie, le tourisme, etc. Et le Portugal, après avoir affronté une crise économique assez rude et assez difficile pendant quelques années, et s'est en sorti avec une réussite, on peut dire, éclatante et fascinante, même pour les touristes en Europe. Aujourd'hui, le Portugal, comme l'Espagne ou la Grèce, également, est devenu une destination prioritaire ou très réussie pour les touristes européens. Bon, Monsieur Jonas Nazareth, tout d'abord, vous êtes résident ici en Égypte? Bien sûr, oui, je suis résident. Vous travaillez pour l'ambassade ou vous travaillez pour qui? Je suis journaliste. Donc, indépendant, un journaliste indépendant? Bien sûr, oui, c'est ça. Bon, alors, en tant que journaliste, comment voyez-vous l'importance de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi actuellement au Portugal et surtout qui avait pour première mission l'investissement? C'est bienvenu, bien sûr, car l'Égypte traverse des moments difficiles. La population commence à se plaindre parce que l'économie a baissé tellement, les dollars a dévalué, la monnaie a dévalué. Donc ça veut dire que le président doit chercher des moyens pour résoudre la question. Donc le Portugal, c'est un pays sous l'égide de l'Union européenne, il peut beaucoup apporter en Égypte. Il n'y a pas assez d'expérience pour livrer l'Égypte de la situation qu'ils vivent par instant. Donc c'est toujours bienvenu, c'est une belle carte que le président Sisi joue et donc ça va aider beaucoup dans ce sens-là. Bon, Monsieur Zoheri, concrètement, quels sont les accords qui ont été conclus durant cette visite? Il y a pas mal d'accords de principe, mais sans doute c'était inaugural pour une période de négociation et pour un aboutissement à des accords concernant le Portugal à l'intérieur de la communauté européenne. Donc ce serait à travers le Portugal et en partie directement avec l'Union européenne. Mais ce que je pense est assis, c'était plein de symboles. Il a visité donc l'épitaphe commémorative du plus grand poète portugais. Il a visité une usine de fabrication d'aéronautique, d'industrie aéronautique. Il a fait une conférence très importante qui était très appréciée par ceux qui l'ont assisté. Donc on parle toujours des dossiers très importants au niveau de sécurité, de sécuriser donc
sécuriser l'Égypte et donner une vision plus démocratique et intéressante de l'Égypte au niveau de ses possibilités à accueillir des visiteurs étrangers, notamment des touristes. Et en même temps, elle devient fructive dans l'espoir d'aboutir à encore plus à ce niveau de relations bilatérales et multilatérales à travers l'Union européenne avec l'Égypte. Outre l'investissement, un sujet important aussi était à l'ordre du jour et c'était le combat contre le terrorisme. Donc, quels ont été les fruits de ce dossier? Le combat au terrorisme, c'est un dossier assez délicat pour le monde, pas seulement ici en Égypte. On se rappelle que l'État islamique, après la défaite en Irak, il commence à chercher d'autres places, soit le canal de Suez, pour s'installer et désorienter la stabilité égyptienne. Donc, les États-Unis et l'Union européenne, ils sont avec l'OTAN. Ils essaient de chercher des relations, des relations avec certains pays stratégiques pour écarter ces groupes terroristes, des terroristes un peu partout. Donc, c'est le cas au Nigeria avec Boko Haram. Au Nigeria a du mal à s'en sortir avec ces groupes-là. Malgré tout ça, là, l'OTAN, l'Europe, les Américains, ils ont essayé de tout faire pour écarter ces groupes-là. Donc, le terrorisme, c'est aussi une priorité mondiale qui doit être définitivement éradiquée dans les pays où ils sont. Monsieur Zohé, il y a eu des accords concrets concernant cela? Le terrorisme, c'est un dossier très ouvert au niveau de la coopération et même au niveau du sommet africo-arabe qui a eu lieu en Guinée équatoriale. Il y avait au niveau pour encadrer l'immigration et tout cela, il y avait une proposition d'échange d'informations. Et sans doute, c'est une priorité mondiale, comme disait monsieur tout à l'heure, que c'est même la priorité, parce que des pays qu'on ne pouvait pas imaginer qu'elles soient frappées par le terrorisme, comme la Belgique, la France et le nord de l'Europe, et malheureusement sont devenus fréquemment donc ciblés par le terrorisme. Et la deuxième chose qui est très importante en ce moment, c'est que après la chute possible, probable et même très probable de l'ISIS, donc le Daesh, l'État islamique en Syrie et en Irak, les loups solitaires reviendront chez eux, ou on ne saurait pas où. Donc, ce démantèlement de ce pseudo-État pourrait amener le monde à une situation plus complexe au niveau de sa lutte contre le terrorisme et le crime organisé de cette manière. D'accord. Avant de rentrer en détail concernant ce sommet afro-arabe, je voudrais vous poser une question, puisque vous avez mentionné tout à l'heure la dévaluation de la livre égyptienne par rapport au dollar. Est-ce qu'avec le prix actuel de la livre égyptienne par rapport au dollar, vous pensez que c'est une chose qui pourrait attirer les investissements en Égypte? Bien sûr, ça dépend des accords que l'Égypte va le faire. C'est une phase, cette phase-là de crise, ce n'est pas que l'Égypte, toute l'Afrique, le monde même, et passe dans une situation très difficile. Donc l'Égypte, je crois qu'il va sortir dans cette situation qu'il vit actuellement, tandis qu'il a déjà demandé FMI une aide, mais aussi il essaie d'y avoir
encore d'autres aides pour soutenir l'économie qui commence à reculer à propos de la dévaluation de la monnaie égyptienne. Donc c'est une crise, on peut dire, aussi politique parce que l'opposition et la population pressionnent les gouvernements. Les gouvernements ils cherchent à résoudre les choses assez vite et ça donne des petites conséquences. L'Égypte, c'était un bel pays avec une stabilité. Malheureusement, quand on voit tout le temps la population fait des exigences, ça pressionne ceux qui ont le pouvoir. Donc, Monsieur le Président Sissi, il y a de mal à résoudre dans un petit délai des choses que le peuple demande. Malgré tout cela, il fait un effort pour résoudre. Donc voilà que j'ai l'espoir, les choses, ils sont en bon chemin. Le FMI a compris le problème, aidé, et d'autres pays des aides internationales suivront pour faire sortir l'Égypte parce que l'Égypte, c'est un pays stratégique dans le monde. Mm-hmm. Quelques analystes économiques. Oui. Ouais, allez-y. Non, mais au niveau de la dévaluation de la livre égyptienne, c'est important de préciser deux choses. La première, que c'est un aide très important pour l'exportation. Donc, d'un côté, c'est très important pour les exportations. Et cela pourrait amener notre industrie égyptienne à un niveau acceptable au niveau de la qualité. Et la deuxième chose, si le tourisme revient à ce niveau de la décennie dernière, donc par exemple 2010, il y avait 600 000 touristes français. En 2014, ça a chuté à 150 000 à peu près, donc il y a un quart de tourisme. Donc ça, c'est juste les Français, donc sans compter les Anglais, donc les Britanniques, les Russes et les Italiens et ainsi de suite, les Allemands. Donc s'il revient le tourisme à un niveau acceptable pour soutenir l'industrie du tourisme en Égypte, ce serait bénéfique que ces prix deviennent de plus en plus compétitifs au niveau au marché du tourisme mondial. Oui, mais vous ne pouvez pas compter sur le tourisme. Je veux dire, vous ne pouvez pas le... Pour bâtir une économie, une stabilité sécuritaire assez, en dépit de ce que pourrait être à défaut les limites des exagérations, mais une grande période sans doute sans des incidents ou des accidents ou amènera le tourisme vers des niveaux très acceptables. Et c'était un des plus grands fournisseurs de devises étrangères à l'économie égyptienne. C'est sûr, mais ce que disent les économistes et les analystes, même politiques, disent qu'actuellement la crise du tourisme en Égypte, elle n'a rien à voir avec la sécurité, puisqu'elle est plutôt politique. Puisque dans certains pays comme la France, par exemple, où vous avez eu des accidents répétitifs et assez sérieux, le tourisme n'a absolument pas été affecté. Non, mais par exemple, cet été en France, le tourisme a baissé. Mais elle reste toujours la première destination touristique. Sur une autre échelle, mais il y a des pertes. Certainement, tout acte terroriste, tout ce qui pourrait nuire à la vie des gens et d'autrui, ça cause problème pour quelqu'un qui voudrait passer des vacances. Il ne vient pas pour faire la guerre ou lutter, il vient juste pour... Oui, c'est sûr, mais si on compare ce qui se passe en Égypte avec ce qui se passe en France, ce qui se passe en Égypte, c'est absolument pas au cœur de... En France, à une échelle variable, oui, sans doute, je suis complètement d'accord avec vous. Et puis vous avez les étrangers en Égypte aussi. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ou pas en Égypte ? Ah oui, malgré tout ça, là, on a sécurité parce que l'Égypte proportionne sécurité à ces peuples et aussi à l'étranger.
Et ce qu'on voit, on est à l'aise dans la rue, on est partout, mais on a des plaintes qu'un étranger était affecté à cause de la situation que l'Égypte vit actuellement. Ça veut dire que Un étranger a été affecté? Oui, c'est peut avec des cas isolés, mais pas qui viennent de sortir dans les journaux. Donc, sur les journaux, c'est les informations Vous parlez de l'italien? média. Vous parlez de qui? Du jeune italien? Dans une façon, dans une manière générale, on a quand même quelques sécurités. Oui, s'il y avait des petits cela nous amène à dire complètement que le terrorisme, c'est un phénomène extérieur au peuple égyptien, à la société égyptienne. Ça vient pas, c'est pas quelque chose ancré dans nos valeurs, dans notre société, de s'entretuer ou d'agresser les autres, etc. Donc c'est un phénomène complètement étranger et qui nous vient de l'étranger aussi. Et puis là, à vrai dire, moi je le répète, à chaque édition, vous avez des milliers d'étrangers qui vivent en Égypte, qui se baladent librement, qui ont leurs enfants qui sont scolarisés en Égypte. C'est pour ça que je vous dis que le problème est plutôt politique plutôt que touristique. Bon, outre le tourisme et la sécurité, on voudrait passer maintenant au forum africain ou afro-arabe auquel a assisté le président Abdel Fattah el-Sisi en Guinée équatoriale lors de son retour du Portugal. Alors premièrement, quelle est l'importance de ce sommet? L'importance, c'est de potentier l'Afrique. Parce que l'Afrique vit tellement de problèmes que si on n'a pas d'autres pays un peu plus développés qui viennent investir ou aider, l'Afrique, ça ne sortira pas assez tôt. Donc ça veut dire que c'est une belle idée de la communauté arabe qui a décidé d'injecter la monnaie. Je pense que les derniers sommets, ils ont proposé 2 milliards pour potentier l'économie africaine. Donc, jusque-là, tout d'abord, on peut dire que ça n'a rien donné, mais en fait, ça a donné quelque chose. Il y a quand même 10% d'investissement en Afrique. C'est argent des pays arabes. Donc c'est déjà quelque chose. Donc c'est l'argent des pays arabes pour investir en Afrique? Bien sûr, ils ont promis, ils donnent par phase de 2 milliards pour investissement en Afrique. Donc pour potentier les économies africaines. Comment expliquez-vous le fait que l'Afrique soit vraiment pleine de richesses et que, en dépit de ces richesses, l'Afrique souffre toujours sur le plan économique? Oui, ça c'est une grande question, mais on peut faire remonter cela au moment de la colonisation et ainsi de suite, parce qu'après, au moment de la décolonisation, il n'y avait pas eu un investissement. La structure des bases de la société, donc de ce que pourraient être les écoles, les ministères, les restaurants, les usines et tout cela. Donc une société africaine, elle souffre, les sociétés africaines, elles souffrent partout en Afrique. Et on voit avec le nombre qui se développe des Africains essayant d'émigrer vers le nord et cherchant des Eldorado, soit aux États-Unis ou en Europe. L'Afrique, malheureusement, elle a souffert, malgré elle, des guerres civiles, des nombreuses atrocités qui sont passées. Et malheureusement, même l'Union africaine, elle n'a pas beaucoup aidé à développer le continent. Et je me souviens, dans le deuxième sommet en Libye, ils ont pensé qu'avec l'argent des pays arabes et la terre fertile africaine, ils pouvaient arriver à une autosuffisance alimentaire pour les deux régions. Cela était une très bonne idée
Et en 2013, donc, le Koweït avait, à travers son fonds d'aide au développement, ils ont proposé une certaine somme. Ils ont fait pas mal de propositions qui devraient aboutir lors de ce sommet, mais visiblement que cela a été reporté probablement au sommet qui aura lieu en Arabie Saoudite. Il y a eu un incident durant ce sommet concernant le Polisario. On voudrait jeter la lumière sur cela. L'accident à Guinée équatoriale, Oui. vous disiez. Oui. Que, vraiment, je préfère dire des rapports plus en général, pas les incidents, parce que les Africains ont vu déjà pas mal des accidents, pas mal des mauvaises chances. Donc, c'est une chose que j'ai. C'est juste pour être explicite, du moment que notre mission est d'informer. Donc, vous pouvez juste nous dire. Oui, en fait, brièvement. le Maroc, ils n'ont pas. Donc, au moment du sommet, donc, il y a eu. Pendant les réunions préparatoires du sommet, ils ont proposé. Et donc, le mouvement de Polisario ou leur État, donc RASD, leur a mis on ne peut pas dire que c'est un État, que ce soit un État. Un État non proclamé, il n'a pas non encore... proclamé par l'Union africaine, il est reconnu par l'Union africaine, mais pas reconnu par les Nations unies. Donc, et non reconnu par le Maroc non plus. Bien sûr, par le Maroc non plus, bien sûr. Au moment du sommet de Koweït, le Koweït s'est excusé de ne pas pouvoir recevoir des pays qui ne sont pas membres des Nations unies. Donc à ce moment-là, c'était clair et net, donc ils n'ont pas été... ils ne sont pas entrés dans les négociations. Cette fois-ci, même si ce problème était prévu, il y a eu une escalade. Le Maroc s'est retiré avec d'autres pays, notamment les pays du Golfe, à l'exception du Koweït, tous les pays du Golfe, et la Jordanie également, la Somalie, et puis ouais, et Yémen également. Et ils sont retirés. Oui, juste pour qu'on comprenne. N'affecte pas l'essentiel de ce qu'il y a dans le sommet. Ça, c'est un incident diplomatique qui est grave, mais malheureusement, c'est par mauvaise chance ou mauvaise préparation ou sans vraiment penser que malgré ce sujet est vraiment très délicat, notamment entre le Maroc et d'autres pays, ça n'a pas été... ça n'a pas affecté le déroulement avec prévoyance, malheureusement. Mais juste pour qu'on comprenne, le Polisario, maintenant, au Maroc, il n'y a pas eu de référendum, par exemple, pour l'indépendance du Polisario, n'est-ce pas? C'est-à-dire, est-ce que le Polisario est un État indépendant maintenant? Il n'est pas reconnu par le Maroc, mais il existe. Mais certains pays africains, notamment l'Union africaine, l'acceptent. Ce n'est pas la première fois, donc c'est un cas pour écarter. C'est un problème éternel presque, et ça reviendra à chaque fois, sûrement, sans doute. Il faut mieux écarter. Oui, c'est parce qu'au moment l'économie et développement, et le président Sisi, par exemple, a souligné l'importance de la zone du canal de Suez en tant que médiatrice entre les deux regroupements africains et arabes. Cela devrait être important. C'est le développement du continent, c'est les moyens qui pourraient les Arabes avec lesquels aider le continent à se développer, parce qu'à travers ce développement, ils se développent eux-mêmes. Parce que c'est à travers l'Afrique que les pays arabes vont se développer, pas en regardant vers le nord qu'on va se développer, au contraire. C'est
de rebâtir notre identité du Sud et égyptienne, qui est médiatrice entre le monde africain et le monde musulman, et avec une histoire très riche. C'est à travers cela qu'on peut avancer et qu'on peut réussir dans tout ce que le président et le gouvernement et tous les dirigeants de l'Égypte ont promis au peuple égyptien depuis des décennies. Oui, mais concrètement parlant, comment évaluez-vous la coopération entre pays africains? Et puis avec l'Égypte. Donc, entre eux? Entre eux. Ils sont bien, malgré le petit détail de l'Éthiopie par rapport au Nil, mais tout ça va bien. L'Égypte, c'est un pays accueillant. On voit plusieurs des différents pays, ils sont là, bien accueillis, ils font leur vie, ils viennent même étudier, d'autres ils viennent se former ici. Donc l'Égypte, il n'y a rien à se rapprocher par rapport à eux. Par contre, l'Égypte doit faire quelques plus pour profiter de ces bonnes relations avec l'Afrique pour pouvoir vendre, pour pouvoir grandir dans l'industrie, vendre dans ses voisins. Je pense même que l'Égypte doit faire des chemins de fer au niveau international pour avoir des moyens moins chers. Il y a ceux qui n'ont pas la capacité de venir par l'avion, ils peuvent venir par le train. Donc, aussi, dans le train, les gens ils peuvent faire des petites importations. Donc, si l'Égypte arrive à mettre les chemins de fer au niveau des pays qui fait au moins entourage, ça va être un succès parfait pour faire l'économie aller le plus vite possible au moins cher. Ça, c'est en ce qui concerne l'Égypte. Mais moi, je vous ai demandé en général la coopération entre les pays africains ensemble, les uns des autres ensemble. Comment est-ce que vous l'évaluez? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une coopération économique importante aujourd'hui entre les différents pays africains? Bon, par rapport à ça, nous avons des régions. L'Afrique a compris qu'au lieu de partir dans des compromis difficiles avec les uns les autres, il doit tout d'abord passer pour les régions. Il y a l'Afrique australe, l'Ouest, central, le Nord et tout ça là. Et ils font le commerce entre eux. Quand on est arrivé au mieux de cela, par là, on peut unifier l'Afrique économiquement. Donc, c'est vrai que l'Afrique, il y a pas mal de problèmes. Ces régions-là, ils ont même du mal à se comprendre. Donc, il y a quelqu'un qui veut les livres commerce, il y a d'autres qui n'acceptent pas encore. Donc, il y a pas mal de choses à résoudre. Donc, on est dans le bon chemin, mais on a besoin de temps pour régler ces petits malentendus. Donc, en général, et revenons sur ta réponse, pas tellement bien. Donc, on est là, les uns les autres, et tous, ils font un effort pour se comprendre, mais il y a des petits malentendus qui doivent être revus. Mais également, je vais prendre mon métier de journaliste, je voulais vous poser une question. Comment évaluez-vous le franc CFA? C'est très intéressant ce que l'Afrique a fait, c'est d'avoir une monnaie commune. Voilà, mais francophone. Mais comment voyez-vous cela? C'est une belle idée, donc il marche. Et au niveau de la pratique, de l'usage quotidien des gens, c'est... Entre eux, au niveau des francophones, il marche.
Et il marche, mais on doit demander plus, pas qu'il ait la monnaie. Il y a d'autres choses. Donc l'Afrique de l'Ouest ou la région l'Afrique de l'Ouest, ils ont quand même, ils vont en bon chemin. Ils ne sont pas assez se comprendre parmi eux parce qu'une monnaie unique et timidement, ils font échange, mais l'Afrique a besoin de plus. Et pourquoi pas encore n'a pas arrivé à faire des plus? Parce qu'il y a des échos d'État, il y a les dictatures, tout cela, ça recoule les bonnes idées qui s'y sont mises sur les tables. On a pas mal de bonnes idées, mais s'il y a quelqu'un qui essaie de faire un troisième mandat, comment on doit faire? Oui, mais quand vous avez une monnaie commune, c'est que vous avez beaucoup d'investissements et vous avez beaucoup de production et par la suite d'exportation pour avoir cette... Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en Afrique? Pas tellement, on dirait. Donc c'était quoi l'objectif derrière cette monnaie unifiée? L'objectif, c'est faire les échanges, faire marcher les échanges parmi les uns les autres. Malheureusement, comme je disais, les problèmes politiques sont toujours là, qui empêchent le développement économique d'Afrique. Donc, si aujourd'hui un président qui a signé un accord, demain, le voisin, il se réveille avec un coup d'État et c'est là, il est contre les politiques de l'ancien. Ça veut dire qu'on ne peut pas poursuivre une bonne idée qu'on a fait avant. Donc, l'Afrique, jusqu'au présent, il vit malheureusement ces problèmes-là. Est-ce que vous pensez que l'idée d'une Union africaine, suivant le modèle de l'Union européenne, serait une bonne idée en faveur de l'Afrique ou bien c'est un peu trop tôt pour parler de cela? Non, certainement, c'est très intéressant, mais ça devrait être en parallèle avec beaucoup d'autres choses. Alors, il faut souligner également, par exemple, la semaine dernière, la conférence qui s'est tenue au Maroc pour l'environnement, pour le réchauffement climatique. Et il y a à Antananarivo le sommet de la francophonie. Et il y a le sommet arabo-africain. Donc l'idée, elle est très bonne. L'Union européenne avec l'euro, malgré les problèmes qui pourraient affronter les pays forts de l'Union, il reste une très effective et efficace idée. Et la même chose pourrait se faire en Afrique, mais avec beaucoup de volonté politique des chefs d'État et des souverains pour y arriver à un avenir meilleur pour la population. Parce que cela facilite énormément les échanges commerciaux entre des différents frontaliers de différents pays. Et cela, c'est un succès. Malgré des probabilités d'échec ou de dévaluation également et des trucs dans le genre. Mais ça reste une très belle idée à faire et à réaliser. Bon, Monsieur Jonas, en tant que journaliste ici en Égypte, vous écrivez pour quels journaux? Des journaux égyptiens ou étrangers? Étranger. Je suis aussi écrivain. Je suis écrivain et j'ai fait des collaborations avec d'autres journaux, surtout les francophones. Vous écrivez dans quel domaine? J'ai écrit souvent sur l'économie, l'Afrique surtout, l'économie, le développement. Vous êtes spécialiste en économie? Des affaires africaines. Mais donc, comment voyez-vous, puisque vous êtes économiste, ça serait important d'entendre votre avis. Qu'est-ce que vous pensez des réformes économiques récentes qui ont été prises en Égypte? Bon, il y a... ce sont des
Les Égyptiens, l'opposition a dit que c'était un dérapage. Non, mais d'un avis gouvernement... économique, purement économique. On ne parle pas d'opposition, on ne parle pas de Parlement. En tant qu'économiste, comment voyez-vous ces réformes? Les réformes, ils sont toujours bienvenues. Une réforme arrive parce qu'il y a une situation à résoudre. Donc, ils doivent avoir des réformes, moderniser l'administration, améliorer certains points qui sont faibles pour faire sortir le marasme qui vive l'économie, l'échec, on dirait l'échec que vit l'économie égyptienne à ce moment-là. On ne dirait pas, enfin, on dirait plutôt les complications qu'a subi l'économie égyptienne pendant les vingtaines d'années précédentes. Non, le problème est clair. L'Égypte vit la conséquence des révolutions. Et des politiques parfois inadéquates. Comme les subventions, par exemple. Ce que je viens de dire, c'est la conséquence de l'instabilité politique. On a vu les ex-présidents Hosni Moubarak, la façon comme était on avait encore le deuxième président Morsi, la façon comment a été enlevé, tout ça là, c'est une conséquence, ça affecte gravement l'économie. Les problèmes là, ce qui vient d'arriver, il doit entamer des réformes pour améliorer, parce que de plus en plus, les choses vont au pire. C'est ça la question. Bon, le temps consacré à l'émission est malheureusement terminé. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci à vous. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau colloque.